Le basket européen a un problème. Des clubs déficitaires, des droits TV à la ramasse, des compétitions incompréhensibles. Et dans ce bazar, le plus gros acteur du basket mondial veut se faire une place, la NBA. We're ready to go to the next stage, and that is to explore a potential league in Europe with FIBA as our partners. D'ici 2027-2028 au plus tard, la National Basketball Association va se lancer en Europe. Depuis 77 ans en Amérique du Nord, la NBA raconte des rivalités incroyables, crée des légendes du sport LeBron James, et génère une quantité d'argent. Depuis 2022, son chiffre d'affaires dépasse chaque année les 10 milliards de dollars. Ne cherchez pas, hormis la Ligue de football américain, aucun sport ne fait mieux. Sauf qu'en débarquant sur le vieux continent, la NBA va se retrouver, comme je vous le disais, sur un marché ultra compliqué. Quand j'ai demandé à des spécialistes de m'expliquer le fonctionnement du basket en Europe, je me suis dit « Quoi ?» Puisque c'est difficile de comprendre, c'est peut-être que c'est un peu le bazar. En fait, la difficulté du business model de l'Euroleague, c'est que les propriétaires n'ont jamais voulu développer une ligue rentable. Mais alors, quel est le problème avec le basket européen ? Et pourquoi la NBA va galérer à reproduire sa formule ? Ça fait beaucoup de questions pour ce nouveau mercato. Du coup, je suis allé voir un match. On est à Paris, à l'Adidas Arena. Devant 8000 spectateurs, le Paris Basket, qui est champion de France, affronte Anadolu Efes, un club turc d'Istanbul. Dans ce match, les Parisiens se sont fait marcher dessus. Mais c'est un détail. Ce qui est important, c'est la compétition dans laquelle s'affrontent ces deux équipes. Vous voyez ce logo sur les planches ? C'est celui de l'Euroleague. Cette compétition, c'est celle qui réunit les meilleures équipes européennes. C'est un peu l'équivalent de la Ligue des champions de football. Sauf qu'il y a une autre compétition de basket en Europe que je ne connaissais pas et qui s'appelle la Ligue des champions. Bienvenue en Absurdistan. Et je suis pas le seul à rien comprendre, même les supporters sont en galère avec les compétitions européennes. Est-ce que vous êtes capable de me citer toutes les compétitions européennes de basketball qui sont organisées ? Absolument pas. Ah oui, l'Euroleague quand même. Il y a la Champions League de basket, l'Eurocup. L'Euroleague, c'est tout ce qu'on a. Et il doit m'en manquer une, je sais plus. Il y en a 4. Tu as l'Euroleague, tu as l'Eurocup, tu as la Basketball Champions League, tu as la FIBA Europe Cup. Si Frédéric Mazéas connaît toutes les compétitions, c'est parce qu'il les commente depuis des années, notamment chez le diffuseur français de l'Euroleague. L'Euroleague et l'Eurocup sont organisés par ECA, Euroleague Commercial Asset, qui est une société privée, et vous avez la FIBA, donc la Fédération internationale, qui organise la Ligue des champions et la FIBA Europe Cup. Je vous avais dit que c'était stupidement complexe. Bref, cette bagarre entre l'ECA et la FIBA, donc un acteur privé et une instance dirigeante internationale, ça fait plus de 20 ans qu'elle pourrit le basket européen. De 1958 jusqu'à la fin du XXe siècle, la FIBA est la seule à organiser une compétition de clubs en Europe. C'est pendant cette période qu'on découvre l'accent inimitable de Georges Eddy. Oh, quel mouvement! Oh là là! Mais en 2000, c'est la rupture. Plusieurs équipes réunies au sein de l'ULEB, l'Union des Ligues européennes de basketball, en ont marre de la FIBA. Elles finissent par rompre avec elle pour créer leur propre compétition, l'Euroleague. C'est le début du grand bazar. Cette nouvelle ligue, elle est fermée. Ici, plus de mérite sportif, c'est-à-dire le fait d'avoir de bons résultats sur la scène nationale pour se qualifier à une compétition continentale, ce qui est pourtant la norme en Europe, dans le football ou bien le rugby. Ici, la sélection se fait sur d'autres critères, décidés par les organisateurs. La FIBA, vexée, réplique en créant sa compétition européenne, la Supro League. Résultat, au printemps 2001, on se retrouve avec 2 Coupes d'Europe et donc 2 champions d'Europe. L'équipe d'Arbolène est champion d'Europe. Le Maccabi Tel Aviv, champion d'Europe! Ça a duré 1 an et les clubs et la FIBA ont été dans l'obligation de se dire en fait, l'Euroleague c'est mieux, il y a des meilleurs revenus, c'est mieux géré, il y a plus de possibilités pour faire un top produit, un meilleur produit et une meilleure compétition européenne. Pour les clubs de l'Euroleague, c'est une victoire et le début d'une espèce de monopole qui va s'étendre jusqu'en 2015. Cette année-là, la FIBA revient avec 2 compétitions, d'abord la FIBA Eurocup et ensuite en 2016 avec la Ligue des champions. Voilà pour la complexité du basket européen. D'un point de vue sportif et économique, l'Euroleague domine largement.
C'est pour ça qu'on ne va pas davantage parler de ce que fait la FIBA. Et ce qui importe le plus, c'est que malgré son statut de leader, l'Euroleague a trouvé le moyen de faire... comment dire ? Ah oui, n'importe quoi. Comme je vous disais, à son lancement, l'Euroleague était fermée. Depuis, elle s'est un peu ouverte. Je vous explique. D'abord, 12 des 20 clubs participants à l'Euroleague sont actionnaires de la compétition, ce qui leur donne le droit à un sacré privilège, une licence longue durée. Autrement dit, peu importe leurs résultats nationaux, ces équipes sont qualifiées d'office en Euroleague. Encore une fois, on s'assoit sur le mérite sportif. Et mis à part celles réservées aux vainqueurs de l'Eurocup, la compétition petite sœur de l'Euroleague, les places restantes sont attribuées sur des critères assez obscurs, même si on peut avancer sans prendre trop de risques que la puissance économique est l'un d'entre eux. C'est ce qui expliquerait pourquoi on retrouve le richissime club de Dubaï en Euroleague cette année. Les pétrodollars. En supprimant une bonne partie de l'aléa sportif, à l'image de ce que fait la NBA avec sa ligue privée, l'Euroleague veut convaincre les diffuseurs de la qualité et surtout de la continuité de sa compétition pour vendre ses droits de diffusion. Sauf que ça ne suffit pas. L'Euroleague, en bonne ligue privée marchande, ne communique pas sur les montants de droits télé. Jean-François Brocard est économiste du sport et a une petite idée de l'ampleur de ces droits TV. Mais c'est des montants dérisoires. C'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a pas un marché des droits qui permet aux organisateurs de compétition en basket de générer des revenus très élevés qui leur permettent de survivre et d'organiser des compétitions comme ça. Là, on va se plonger dans le modèle économique de l'Euroleague. Je vous mets toutes les sources en description de la vidéo. À la fin de chaque saison, les clubs de l'Euroleague se partagent les revenus de la compétition, soit une somme estimée entre 40 et 50 millions d'euros ces dernières années. On peut diviser ces bénéfices en deux catégories. D'un côté, on a le market pool, qui centralise les revenus générés par les droits TV, les sponsors, etc. Ensuite, on a le prize money. Ce sont les sommes distribuées en fonction du classement final de l'équipe dans la compétition. Pour la saison en cours, le vainqueur devrait remporter 2,4 millions d'euros. Et le 16e de la compétition, environ 150 000 euros. Ces sommes, elles sont ridicules par rapport au déficit des clubs. Prenons le Real Madrid par exemple. Selon les dernières estimations en 2025, l'équipe espagnole aurait perdu 38 millions d'euros pour un budget total de 50 millions d'euros. Bon, perdre de l'argent dans le sport de haut niveau, c'est aussi banal qu'une motion de censure au Parlement. Mais là, ces pertes, elles sont énormes. Le patron de l'Alba Berlin, équipe qui vient de quitter l'Euroleague, assure que les clubs perdent en cumulé 200 millions d'euros chaque année. Ils s'en foutent en fait. C'est-à-dire très clairement, les clubs grecs, les clubs turcs, les clubs espagnols ont toujours assumé des déficits très élevés, c'est pas récent. Et si les clubs s'en fichent de ces déficits, c'est parce qu'ils reposent sur une forme de mécénat. Une partie d'entre eux voit leur dette épongée par une structure omnisport puissante, comme celle du Real Madrid, et d'autres, comme Monaco, ont la chance d'avoir de riches milliardaires comme propriétaires. Mais vivre avec une cuillère en euros dans la bouche n'explique pas tout. C'est aussi parce que l'Euroleague a refusé ou n'a pas réussi à instaurer une régulation du marché du travail. En fait, l'Euroleague n'a jamais imposé de contrôle strict sur les finances des clubs. Ce qui fait que la plupart, obsédés par la victoire, ont donné des salaires énormes pour convaincre les meilleurs joueurs de les rejoindre, malgré des revenus faibles. Aujourd'hui, l'Euroleague essaie de rattraper ses erreurs en mettant en place un plafond salarial et une luxury tax. C'est-à-dire que les clubs qui dépassent la contrainte salariale doivent payer un impôt qui est redistribué aux clubs qui respectent les règles en vigueur. L'Euroleague cherche aussi de nouveaux investisseurs, notamment du côté d'Abu Dhabi, qui a dépensé des dizaines de millions d'euros pour accueillir la phase finale de la compétition. Les pétrodollars. Le problème, c'est que cette volonté de créer une économie vertueuse arrive peut-être un peu trop tard. Si je récapitule, l'Euroleague n'a pas trouvé de modèle économique viable, la FIBA n'intéresse que les fans hardcore de basket, et la NBA, elle, est convaincue de réussir à gagner de l'argent et de toucher le grand public. Comment ? Eh bien, on a voulu lui demander directement, mais la NBA nous a dit que tout avait déjà été dit dans d'autres médias. Donc, on a fait une petite revue de presse. Mais gardez quand même en tête que tout ce que je m'apprête à vous dire est susceptible de changer. Contrairement à ce qu'elle fait aux États-Unis avec une ligue entièrement privée, la NBA devrait se lancer en Europe sous une forme semi-privée, quasi similaire à celle de l'Euroleague. Au casting, on retrouverait 12 villes permanentes, donc présentes chaque année, peu importe leurs résultats. 4 autres se qualifieraient via la Ligue des champions de la FIBA, avec laquelle la NBA s'est associée. Et oui, je parle bien ici de villes, pas de clubs. Avant de penser aux enjeux sportifs, la NBA se concentre sur le potentiel économique et veut s'installer dans des villes qui vendent du rêve aux investisseurs. C'est pour ça qu'elle viserait Paris,
Londres, Berlin ou bien Rome. Et la capitale italienne est intéressante parce qu'elle n'a pas d'équipe de basket au plus haut niveau. Sauf que la NBA a une solution. We think there's opportunity both to create new teams and in some cases take existing franchises. Par franchise, Adam Silver parle en fait de club omnisport qui se doterait d'une section basket comme le fait déjà le Real Madrid. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs sur une présence du Paris Saint-Germain dans cette NBA européenne. Le scénario le plus probable serait que le PSG rachète le Paris Basket pour avoir tout de suite une équipe compétitive. On a contacté les deux équipes qui n'ont pas voulu, pour l'instant, répondre à nos questions. Dans tous les cas, et peu importe la forme qu'elles prendront, ces futures franchises devront jouer dans un championnat national. Et, tout petit détail, elles devront, selon les dernières rumeurs, s'acquitter d'un droit d'entrée de 500 millions d'euros. C'est le prix à payer pour profiter du modèle étonnamment solidaire de la NBA. Premiers concrets de la NBA se sont vite rendus compte que si vous laissiez la concurrence économique se faire, tous les champions seraient à New York ou à Boston. Et donc ils se sont rendus compte que le mieux, ça serait de partager les revenus. Et ça, quand vous êtes un capitaliste, partager les revenus, c'est quand même extrêmement bizarre. La NBA devrait reproduire ce système en Europe, en plus d'y intégrer un plafond salarial et aussi une luxury tax. Cette NBA européenne a beaucoup d'ingrédients pour réussir. Mais des secrets de sauce, j'en ai décrypté beaucoup et je peux vous dire que plusieurs points m'inquiètent ici. Et je suis pas tout seul à penser ça. Moi, je reste assez perplexe sur la réussite de cette NBA en Europe. Ils se rendent peut-être pas compte que le marché télévisuel est complètement différent chez nous. Ils se rendent pas compte que la culture est complètement différente. En Europe, la culture basket est très forte du côté des pays de l'Est, avec des clubs historiques comme l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais pour l'instant, la NBA ne les aurait pas retenus dans sa formule. C'est un peu comme si je faisais un plan carte, sans carte. Il manque un truc, quoi. Tu peux partir, Jules, s'il te plaît, maintenant ? Merci. Mais le plus gros défi de la NBA, ça va être de trouver, qu'elle le veuille ou non, un terrain d'entente avec l'Euroleague. Pour moi, ce qu'il faut lancer et ce qui ferait aujourd'hui de l'argent, de l'émotion, du spectacle, ce serait une NBA Euroleague. Ce serait d'avoir les deux ensemble. Si on a Euroleague d'un côté, NBA de l'autre, pour moi, ça va péricliter à un moment donné. Et en l'état, c'est très mal parti. Le patron de l'Euroleague a expliqué récemment que les négociations ne donnaient rien, avant d'annoncer, je cite, « Si les choses continuent ainsi, la NBA ne fera que nuire au basket européen ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va continuer de suivre ce dossier de près parce qu'il y a de nouvelles informations qui tombent toutes les semaines. Dites-nous ce que vous pensez de ce projet NBA en Europe et surtout de quoi vous aimeriez que l'on parle dans les prochains mercatos. On se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça. À plus! Et pour les échos